On va parler du mot boucherie. Et je te propose d'abord de définir ce qu'on entend par boucherie en archéozoologie. La boucherie en archéozoologie, c'est étudier en fait tout d'abord les techniques de boucherie, c'est-à-dire les techniques qui sont par rapport au traitement boucher de l'animal. Et donc c'est comment il découpe ces animaux et pourquoi il les découpe, c'est-à-dire quelles sont les ressources qu'ils vont exploiter. Et la boucherie permet de savoir les ressources exploitées et de savoir comment ils les ont exploitées, s'il y a des techniques différentes selon les groupes. Et c'est ce qu'on essaie de voir quand on étudie la boucherie d'un point de vue archéozoologique. Et le mot boucherie spécialement, en fait, j'ai l'impression que c'est une définition quand même plus large qu'on a en archéozoologie que dans la vie quotidienne. Ben, en fait, C'est-à-dire c'est qu'il y a un, l'idée de schéma complexe, etc. ouais. En fait, c'est un terme qui n'existe pas, enfin, qu'on a récupéré, parce qu'un boucher, la boucherie, c'est quelque chose d'artisanal et de commercial. C'est pas du tout ça quand on étudie la boucherie en préhistoire. C'est vraiment reconstituer des techniques de découpe de l'animal et on a utilisé ce terme boucherie. Voilà. Et quand tu dis découpe de l'animal, ça veut dire que c'est toutes les transformations de la carcasse ou c'est uniquement les transformations pour en vue de la nourriture. C'est vraiment c'est un peu plus complexe que ça parce que c'est pour la nourriture, mais c'est aussi pour les traces de boucherie liées à l'extraction de matériaux comme la peau, comme les tendons. Donc c'est lié à ça aussi. Mais ensuite, tout tout ce qui a trait à la transformation de l'os ou du bois en lien avec la confection d'outillage osseux, ça sort de la boucherie. C'est vraiment, ça c'est plutôt sur les techniques de transformation des matières dures animales. C'est pas la boucherie. Mais voilà, donc c'est à la fois denrées alimentaires et denrées périssables, mais hors utilisation. C'est tout ce qui concerne les matières molles en fait. Ou pas forcément. Est-ce que c'est conscient? Parce que, par exemple, le dépouillement, toi tu le mettrais dans la boucherie. Oui, 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 c'est de la boucherie. Oui, c'est de la boucherie. Ça serait quoi, par exemple, si tu décrivais une chaîne classique de... Donc une chaîne classique de séquences de boucherie. Donc c'est bon, après il va y avoir différents ordres selon le type de technique qui va être employé par les groupes. Mais c'est oui le dépouillement, ensuite le dépeçage, c'est-à-dire la découpe de la carcasse en quartiers, plus ou moins important selon ce qu'on veut en faire. Le prélèvement de la viande éventuellement, la fracturation pour obtenir la moelle, puisqu'en fait ces groupes-là, ces groupes paléolithiques recherchent de façon très intense la moelle et les parties graisseuses, donc ça aussi ça fait partie de la boucherie. Et on peut avoir également le prélèvement des tendons, qui fait partie des actions de boucherie, également le prélèvement des sabots éventuellement, qui peut être utilisé pour faire de la colle, des choses comme ça, quoi. Mais ensuite, on peut avoir le prélèvement de l'os, mais ensuite, dès qu'on rentre dans la confection de l'outillage osseux à partir des restes osseux, on sort de ce qui fait partie de la chaîne opératoire de boucherie. Après, il y a des gestes qui, j'imagine, qui sont un peu entre les deux. Par exemple, les dentiers, c'est un peu à la limite, puisqu'ils gardent quand même une partie. Les dentiers, tu vois, des herbivores. Oui, après, oui, on peut mettre, oui, oui. On peut, c'est un acte bouché, et après, ça va partir dans la sphère symbolique, oui. Et dans quelle mesure la boucherie est culturellement déterminée, à ton avis? Alors, c'est extrêmement compliqué à voir parce qu'on est sur des traces qui sont extrêmement ténues. Donc pour arriver à reconstituer les gestes du boucher, donc on va utiliser on a des traces qui sont typiques, par exemple au niveau du prélèvement de la viande, on va avoir des stries de boucherie, donc qui sont des incisions qu'on va observer à la surface des ossements et qu'on observe à la loupe ou à la binoculaire si on veut avoir des détails plus importants. On a également des traces d'impact qui permettent de voir si on a une exploitation de la moelle. Et donc, c'est essayer, à partir de ces traces très ténues, de remonter à la chaîne opératoire de boucherie et de voir si éventuellement on peut avoir des gestes différents, donc des traces qui vont être à des emplacements différents parce qu'on a fait un geste différent à un moment donné, parce qu'on n'a pas la même technique. Donc, c'est d'essayer de remonter à la culture en faisant... Et tu vois des évolutions importantes, par exemple, au cours du Paléolithique supérieur, tu vois vraiment des schémas très différents selon les cultures ou les époques? On essaye, mais pour l'instant, on est aux prémices quand même, parce que
c'est des études qui sont menées depuis une vingtaine d'années, donc et puis c'est des études qui prennent extrêmement de temps, et puis il faut des assemblages qui soient très bien fouillés, puisqu'il nous faut toutes les parties présentes, et en particulier les fragments diaphysaires qui, jusqu'à, je sais pas, il y a une trentaine d'années, ils n'étaient pas forcément recueillis. Les fragments diaphysaires, c'est les fragments diaphysaires, c'est les fragments des os longs, dans le fragment d'humérus. Donc on a les extrémités articulaires qui sont normalement, qui étaient dans le passé recueillis parce que c'était important du point de vue de la détermination des espèces. Mais les fragments de diaphyse, donc ce sont les fragments du milieu de l'eau. Oui, les fragments qui sont qui n'ont pas d'extrémité, quoi. Oui, qui n'ont pas d'extrémité, qui sont beaucoup plus durs à déterminer. C'était des os qui étaient peu exploités par les paléontologues, mais qui ont beaucoup d'informations pour les archéozoologues, et en particulier par rapport aux traces de boucherie qu'on va trouver dessus. Et est-ce que la boucherie est faite par une personne qui serait spécialisée, par exemple? Non, certainement pas. Non, c'est vraiment fait, peut-être pas par tout le groupe, mais en tout cas, je pense que tout le groupe est capable de mener cette boucherie. Et c'est vraiment pas C'est réalisé en général par le chasseur, ou à partir du moment où la proie est ramenée Alors ça, c'est difficile à savoir, hein. C'est sûr que il y a une première boucherie qui va s'effectuer sur le site d'abattage, c'est-à-dire à l'endroit où on a tué l'animal. Donc il y a une première boucherie qui va permettre de le transporter. Donc cette boucherie va être plus ou moins importante selon que l'animal est de grande taille, ou selon que le site, le territoire de chasse est éloigné du camp résidentiel, de l'endroit qu'ils habitent. Donc là, évidemment, c'est fait par le chasseur. Mais ensuite, sur le site résidentiel, c'est beaucoup plus difficile à savoir, de savoir est-ce que ce sont les chasseurs, est-ce que ce sont les femmes qui sont présentes sur le site qui vont faire la boucherie. Ça, on n'a aucun moyen de le savoir, quoi. Il y a potentiellement plusieurs personnes même qui interviennent sur une même carcasse. Oui, potentiellement, oui. On voit par exemple sur les groupes actuels qu'on a pu étudier, oui, il y a plusieurs chasseurs qui peuvent être sur une même carcasse, d'autant plus que la carcasse est importante, et si en plus on est sur une saison qui est peu propice à la conservation de la viande, on va avoir plusieurs boucheries qui vont se mettre pour récupérer la viande le plus rapidement possible, et toutes les autres denrées utilisables. Oui. Et cette boucherie, elle varie beaucoup en fonction des proies, de leur taille ou de leur morphologie? Oui. Par exemple, sur les toutes petites proies, on n'a quasiment aucune trace de boucherie. Par exemple, sur les lapins, il y a très très peu de traces de boucherie, de stries qui montent de prélèvement de la viande. Donc c'est souvent rôti, après ils la consomment comme ça, ou ils l'enlèvent, mais ça ne laisse pas de traces vraiment. On voit plutôt des traces de dents, des choses comme ça qui montrent qu'on a une consommation de ces petites proies. Mais par ailleurs, sur les grosses proies, oui, là, on va avoir pas mal de traces qui sont présentes. Et ça va plutôt dépendre sur les grosses proies, plutôt du type de ressources qui sont recherchées. C'est là où on va avoir des différences, quoi. Par exemple, au niveau de l'exploitation de la moelle, donc qui est extrêmement exploitée, donc on a des os qui sont très très fragmentés, avec des tout petits fragments, et on a des traces d'impact, donc qui permet de voir où sont fracturés les ossements et comment ils les ont fracturés. Mais parfois, la recherche est tellement importante qu'on peut avoir aussi une exploitation des extrémités articulaires, des os lents par exemple, qui contiennent aussi de la graisse, mais qui est beaucoup plus difficile à exploiter. Mais on voit sur certains sites une exploitation qui va jusqu'à cette exploitation de la moelle, de la graisse contenue dans ces tissus, qui nécessite un travail extrêmement important, puisqu'on a des exemples encore un petit peu actuels, mais surtout dans les années 50, voilà, où c'était encore une pratique qui était assez courante chez des groupes vivant en milieu froid, où on voit qu'on a donc les extrémités articulaires qui sont systématiquement mises de côté et qui vont être pulvérisées et ensuite mis à bouillir pendant plusieurs heures pour récupérer cette graisse qui va être ensuite consommée, parfois lors des périodes, qui va être conservée et ensuite consommée lors des périodes de pénurie alimentaire. La boucherie, elle est vraiment subordonnée aux pratiques culinaires, puisque en fait, quand on va étudier une carcasse animale du point de vue des pratiques bouchères, ce qu'on a,
En fait, c'est vraiment à la fin de la chaîne opératoire de traitement et de consommation. Donc, ce qu'on obtient, c'est vraiment tributaire des techniques des techniques culinaires et des pratiques culinaires pratiquées par ces groupes-là. Par contre, là aussi, c'est encore plus difficile à remonter parce que il y a encore moins de traces qui sont perceptibles. Notamment les traces de... Est-ce que c'est... On voit chez les groupes qui vivent en milieu froid, on voit qu'il y a vraiment une préférence pour une cuisson par le bouilli, parce que on perd moins de graisse, et aussi d'un point de vue gustatif, c'est ce qu'ils préfèrent. Alors savoir si au paléolithique supérieur, c'était aussi le mode de cuisson privilégié, c'est extrêmement difficile de le savoir. On peut arriver en faisant des comparaisons avec ethno-archéologiques, on peut essayer de remonter de savoir comment ils pratiquaient cela, et notamment si on regarde les restes culinaires de carcasses qui ont été exploitées par des groupes actuels, où on sait ce qu'ils ont pratiqué, on s'aperçoit que si la viande est bouillie avant décharnement, on s'aperçoit que sur les ossements, il y a très très peu de traces de boucherie. Qu'elles sont très très fines, il n'y a pas besoin d'avoir un prélèvement important de la viande, et puis du coup, comme on n'appuie pas beaucoup, on va avoir peu de traces qui vont se faire sur les ossements. Et on voit par contre, et ça c'est pour tout le paléolithique, à ma connaissance, on a sur les sites paléolithiques les ossements qui présentent beaucoup beaucoup de traces de boucherie, qui montrent vraiment, qui sont typiques d'un prélèvement de la viande, et du coup on émet l'hypothèse que c'est un prélèvement de la viande accrue. Puisque c'est assez comparable à ce qu'on peut voir chez les Nunamutula, qui est un autre groupe, qui n'est pas le groupe des Evinques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un groupe qui donc fait bouillir les ossements et prélève ensuite la viande. On a par contre chez les Nunamut un prélèvement d'abord de la viande accrue, et ensuite une consommation éventuellement de cette viande crue, ou parfois également bouillie. Mais en tout cas, on a disjonction de ces deux gestes, et on voit que les traces qu'on a sur les ossements, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on observe chez les Nunamut. Alors après, savoir si la viande elle a été bouillie dans un second temps, ça c'est extrêmement difficile à savoir, quoi.